Bien, bonjour, merci tout d'abord à l'École urbaine de Lyon et à l'École de l'Anthropocène pour son invitation pour cette série de 6 cours que je vais avoir l'honneur de dispenser. Dans un cadre un peu particulier, puisque j'ai intitulé ceci « Les ruptures à l'ère de l'Anthropocène ». L'Anthropocène est une rupture en tant que telle. Je ne me perdrai pas dans la doctrine sur le point de savoir si ça commence à quelle époque, etc. Simplement, on prend acte du fait qu'il y a cette nouvelle ère et qui, à mon sens, va induire un profond renouvellement des rapports de l'homme à l'environnement et donc va réinterroger les rapports juridiques de l'homme à cet environnement. Et je vais vous parler en tant que juriste ici. Mais ça impose forcément, dans cette réinterrogation, de sortir des rapports qui étaient traditionnellement inscrits de l'homme avec son environnement, avec un certain nombre de composantes de l'environnement, et notamment parce que, on va le voir, il y a une distinction traditionnelle qui était faite entre l'homme et l'environnement qui va être profondément renouvelée, soit qui est déjà actée, et on sait que dans certaines constitutions, l'environnement est une personne non humaine à part entière, mais on va voir que petit à petit, le mouvement gagne l'Occident, ce qui était culturel ou cultuel dans certains pays, va réinterroger les juristes français à partir du moment où d'autres personnes, en tout cas en Europe, revendiquent le fait que l'on puisse avoir cette personnification, on dira, de la nature. Alors, je m'inscris dans ce cadre à la suite du premier cours qu'avait fait ma collègue Isabelle Michalet l'année dernière, qui avait aussi, alors je l'ai découvert en préparant mon intervention, qui avait également traité de cette question de la personnification de la nature, mais elle s'était beaucoup plus orientée sur la personnification des composantes de la nature, donc fleuves, montagnes, ressources naturelles, etc. Et moi, vous le verrez, je vais prendre la suite dans ce cadre, mais surtout l'orienter sur le profond renouvellement des rapports à l'animal et voir comment est-ce que le droit, en tout cas, je vais me placer du point de vue du droit occidental, apprécie ou pas cette supposée personnification de l'animal. Je ne prendrai pas parti pour une thèse ou pour une autre, j'essaierai de les exposer le plus objectivement possible et puis je vous donnerai quand même mon opinion sur ce que je pense de cette chose-là, de ce souhait de renouvellement. Alors, si vous voulez, pourquoi je traite de ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que, comme vous le savez, on a une certaine actualité de celui-ci. Vous avez en 2021, en janvier 2021, vous avez une résolution qui a reconnu la personnalité juridique de la rivière McPhee River au Canada, dans un cadre un peu particulier, j'y reviendrai, puisque c'était le cadre de 2 résolutions, une résolution d'une municipalité et une résolution d'une communauté autochtone. La récente, très récente, puisqu'elle est du 29 juillet 2021, déclaration des droits du fleuve Tavignagnou en Corse. Et on notera déjà que pour ces 2 résolutions, pour ces déclarations de résolution, en fait, elles sont, on verra, très fonctionnelles, puisqu'elles ont été édictées, non pas pour reconnaître les droits du fleuve en tant que tel, mais pour s'opposer à certains projets, l'un de barrage au Canada et l'autre qui risquait de porter atteinte à la qualité de l'eau. Vous savez, en région Rhône-Alpes, qu'il y a actuellement des discussions concernant le Parlement du Rhône. Hier, il y avait une discussion sur le Parlement de la Loire. Et puis, récemment, le texte le plus récent par ces rapports, et c'était assez intéressant de voir comment le texte s'inscrit en disant il va conforter le lien, c'est la loi du 30 novembre 2021 qui vise à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Ça paraît assez éloigné du sujet, mais en fait, vous allez voir que c'est une des clés d'entrée, un des prétextes que je vais utiliser par la reconnaissance de la dignité animale et qui va faire qu'on peut passer désormais, on peut distinguer la chose de l'animal qui jusqu'à présent est simplement réduit à son stade de chose. Parce que, et c'est une constante du droit, c'est que l'univers juridique est très binaire. Il est très binaire, aussi banal que ça puisse être. D'un côté, on a les personnes, de l'autre, on a les choses, et tout ce qui n'est pas une personne est nécessairement une chose. Ce qui signifie que chaque qualification, ou une personne, ou une chose, va forcément
induire un statut juridique différent, tout simplement parce qu'une qualification est qualifiante ou elle est disqualifiante. On est ou on n'est pas, et en fonction de ce que l'on est ou on n'est pas, on n'a pas le même statut. Surtout, c'est que la personne n'étant pas une chose et ne pouvant pas être une chose, elle ne peut pas être l'objet de ce qu'on appelle une déréliction, c'est-à-dire une transformation en une chose resterait la chose, c'est-à-dire un acte qui la ravalerait au rang de chose. Tout simplement, pourquoi? Parce que la déréliction aurait pour effet de porter atteinte à la dignité humaine. Lorsque l'esclave dans la Rome antique était classé au rang de chose, ce n'était pas un homme, c'était autre chose qu'un homme. Donc, ce qui marque la différence en droit, c'est que les personnes sont sujets de droit, alors que les choses sont des simples objets de droit, avec une domination des premières, les personnes, sur les secondes, les choses, et les d'ailleurs qui en ont l'usage et la libre disposition. Toutefois, cette summa divisio n'est pas aussi évidente qu'elle y paraît. Naturellement, au nom de la dignité humaine, la corporéité de l'homme, son corps, est interdit de commercialité. Il est interdit de commercialité, il est interdit d'atteinte, y compris même jusque dans la mort, puisque ça inclut le cadavre de la personne. L'utilisation du corps comme une chose est également interdite au nom de l'ordre public. Vous vous souvenez sans doute de ces différentes manifestations dites artistiques où des personnes de petite taille se faisaient projeter, ce qu'on appelle le lancer de nain, qui permettait de mesurer la force du projecteur par rapport à la personne qui était jetée, et un maire l'avait interdit au nom de la dignité humaine, et même si l'artiste disait que de toute façon il avait la libre disposition de son corps, et le Conseil d'État a dit qu'on ne dispose pas, en tout cas de sa dignité, parce que c'est d'ordre public. Il y a certains éléments quand même du corps qui font l'objet d'une certaine déréliction, même une commercialité. C'est-à-dire que les éléments non reproductibles peuvent être transmis de manière altruiste, à titre gratuit, comme par exemple le don d'organes, et de la même façon, on peut transmettre à titre payant, le cas échéant, des éléments reproductibles comme le sang ou les cheveux. Alors tout ce caractère payant ou pas va dépendre naturellement des pays. Mais l'objet de cette interdiction, c'est d'éviter le démembrement du corps qui est consubstantiel de la personne, et éviter sa réification, donc sa transformation en chose en tant que telle. Et donc on voit, en examinant la jurisprudence, un glissement qui est visible dans certaines affaires concernant la qualification des êtres humains exposés dans les musées. Vous avez toute l'affaire des têtes maoris qui ont fait l'objet d'une restitution à la Nouvelle-Zélande. Et dans tout le débat qu'on a eu, c'était de savoir si c'était des choses ou si c'était autre chose que des choses et des éléments liés à une personne en particulier qui donc ne pouvaient pas être exposés comme des choses. Il y avait le débat en tant que tel de ce point de vue-là. Ainsi donc, certains éléments du corps, voire même le corps lui-même, pourraient être des choses, on dira banalement des choses, bien qu'étant d'essence humaine. Et donc on voit bien que la frontière entre les personnes et les choses se déplace imperceptiblement. Venons-en aux choses alors. Venons-en aux choses pour montrer que, de nouveau, on peut avoir une interrogation un peu similaire, mais on verra pour des raisons un peu différentes. Puisque tout est chose, dès lors que ce n'est pas personne, on est bien d'accord que rien ne distingue juridiquement un ver de terre d'un sèche-cheveux. Le grand panda n'est pas plus différent juridiquement d'un tabouret. Et pourtant, donc c'est des choses, puisque ce ne peuvent pas être des personnes. Et pourtant, on ne peut pas, a priori, les ranger dans les mêmes catégories, tout simplement parce qu'il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine dynamique qui semble s'y opposer. En tout cas, on devrait pouvoir les modifier si on se place du côté de ce qu'on appelle l'écocentrisme, c'est-à-dire ceux qui conçoivent la nature comme un véritable sujet de droit, par rapport à ceux qui sont plus anthropocentristes, donc c'est-à-dire qui placent l'homme au cœur du débat en tant que tel. Hop, je vais y arriver là. Tout simplement, on voit cette notion d'écocentrisme qui s'inscrit dans, vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être lu la Deep Ecology, l'écologie profonde d'Arness, qui qualifie ceci d'égalitarisme biosphérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un devoir moral envers le monde non humain,
qui devrait justifier un changement d'attitude, parce que ça serait uniquement une question philosophique, mais au contraire de dire qu'il y a une interdépendance entre l'homme et tout ce qui constitue son environnement, au point que l'homme n'existe que par tous les autres en une communauté d'intérêts avec tout ce qui est inclus dans cette relation. Et donc le soi en tant que tel devient la relation elle-même dans un processus d'identification, dans un processus, on dira, d'agrégation, qui justifie que tous les éléments dans ce lien peuvent être a priori considérés comme une personne dans un rapport d'interdépendance, puisqu'il n'y a donc pas de rapport de hiérarchie entre les différents éléments entre eux. Et c'est généralement d'ailleurs ce lien qui va conduire certaines juridictions, certaines législations à reconnaître des droits à la nature en tant que non-human person, en tant que personne non humaine, alors qu'on verra, c'est au contraire la sensibilité animale qui a largement influencé la reconnaissance des droits à certains d'entre eux. Et j'insiste bien sur le certain d'entre eux parce qu'on verra que c'est déterminant sur la remise en cause de certaines théories dans ce cadre-là. Et les débats récurrents que l'on trouve sur le statut de l'animal montrent une certaine inventivité du droit. Une certaine inventivité du droit pour créer de nouvelles relations avec l'environnement, des relations entre l'humain et les autres. Pour le moment, je dis les autres en tant que tels, mais que ces autres soient animés ou pas. Quand je dis animé, c'est la différence entre l'animal qui peut se mouvoir et la pierre qui est totalement statique. Et donc, cet argument qui va opposer ici les tenants de l'anthropocentrisme et ceux de l'écocentrisme, c'est que le premier, l'anthropocentrisme, va concevoir l'être humain comme la seule raison d'être du système juridique et va considérer finalement les ressources naturelles comme de simples objets à son service, alors que le second, l'écocentrisme, conçoit la nature et ses composantes comme de véritables sujets de droit dotés d'une personnalité juridique. Et comme on le sait, ceci est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. Par exemple, le Parlement de la Nouvelle-Zélande va déclarer le fleuve Whanganui, comme je cite, un tout indivisible et vivant, incorporant tous ses éléments physiques et métaphysiques. Et le Te Awatapua, qui est son nom en maori, il est bien précisé que c'est une personne morale et elle a tous les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités d'une personne morale. Donc le fleuve est consacré comme une personne en tant que telle, mais on verra pour qu'il puisse s'exprimer effectivement dans la mesure où il n'a pas ce rapport à l'humain, eh bien il faudra le placer sous la protection de gardiens. Et l'intérêt que l'on a dans ce texte, le Whanganui River Claim Settlements Bill, c'est de préciser que vous aurez des gardiens, un gardien qui sera représentant de la couronne et un gardien qui sera représentant de la population maori. On trouve la même chose avec la haute cour de l'Uttarakhand, donc en Inde, qui va déclarer, je cite à propos de deux fleuves, le Gange et le fleuve Yamuna, en conséquence, dans l'exercice de la juridiction, les fleuves, tous leurs affluents, tous leurs ruisseaux, tous les eaux naturelles découlant avec un débit continu ou intermittent de ces fleuves sont déclarés des personnes juridiques, des entités vivantes ayant le statut de personne morale avec tous les droits, devoirs, responsabilités d'une personne vivante afin de préserver et de conserver leurs droits. Oui, sauf que, et ça c'est un peu le reproche que je fais à ceux qui sont partisans de l'écocentrisme, c'est que souvent on nous assène un certain nombre de décisions de jurisprudence en oubliant qu'elles ont été annulées par la suite, puisque celle-ci a été annulée, puisque la Cour suprême indienne en juillet 2017, mais elle annule, vous allez le voir, pour des raisons qui ne sont pas, philosophiques, c'est pour des raisons strictement de compétences. Donc, ce qui laisse quand même un petit espoir sur le fait qu'elle ne remet pas en cause le fait qu'on aurait pu leur reconnaître leur statut, mais autrement, c'est de dire, étant donné que les rivières traversent plusieurs États, seul le centre, comprenez l'État fédéral, peut établir des règles pour leur gestion. Et l'arrêt a également soulevé des questions comme celle de savoir si la victime d'une inondation dans les rivières peut poursuivre l'État en dommages et intérêts, et aussi de savoir si l'État et les agents seront responsables en cas de pollution. Donc l'idée qui est défendue ici, c'est de dire que la décision de la Cour provinciale est dénuée de tout fondement dans la mesure où elle ne peut pas donner une personnalité morale à un fleuve qui la traverse dans un de ses segments seulement. Il faudrait donc que ce soit l'État
qui la mettent en place, et surtout, elle reproche à la Cour de n'être pas allé assez loin, c'est-à-dire de considérer, le cas échéant, que dès lors qu'elle a des droits, eh bien, elle peut aussi avoir des obligations, notamment poursuivre l'État qui a mal géré, puisque c'est l'État qui en est censé être le tuteur, qui a mal géré les 2 fleuves dès lors qu'il y a eu des inondations, et que l'État devrait nécessairement poursuivre d'autres personnes qui pollueraient le fleuve. On a eu la même chose, par exemple, aussi avec le lac Erie en 2019, pour lutter contre des pollutions, agricoles, Plus intéressant, parce que ça fait l'objet d'une double reconnaissance, mais pas tout à fait dans les mêmes termes, c'est la reconnaissance des droits fondamentaux de la rivière McPee. McPee qui a été retenue 18 janvier et 17 février 2021 par une municipalité régionale, d'une part au Canada, et d'autre part par un conseil des anciens d'une population autochtone, et qui vont reconnaître ces droits fondamentaux. Lorsqu'on lit la partie réservée par la déclaration sur les peuples de cette population autochtone, il est dit « conformément aux croyances, coutumes et pratiques des Inuits, à savoir le droit de vivre, d'exister et de couler, le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé, d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, le droit de maintenir son intégrité. » Bref, vous avez toute une série de droits qui lui sont accordés. Et pour pouvoir garantir ces droits, eh bien, on va nommer des gardiens avec comme mission le devoir d'agir au nom des droits et des intérêts de la rivière et d'assurer la protection de ses droits fondamentaux. Pour l'heure, le dispositif, contrairement à celui du lac Erie aux États-Unis, n'a pas été remis en cause, donc juridiquement, ça fonctionne. Mais vous aurez noté qu'on a quand même, sur le plan du droit, des grandes différences, puisque dans certains cas, c'est la Constitution qui reconnaît les droits, dans d'autres cas, c'est le législateur, dans d'autres cas, c'est la jurisprudence, et ici, c'est une simple, entre guillemets, convention. Et toute la question est de savoir si une simple convention peut être opposable aux personnes qui n'en sont pas parties. Mais elle est quand même dans une certaine dynamique d'ensemble. Voilà. Je m'en tiendrai là sur la question de ces composantes de l'environnement. Ça trouve en tout cas un parallèle dans la reconnaissance de certains droits à certains animaux qui présentent, on va le voir, des difficultés de nature similaire. Comme l'environnement que j'ai évoqué, l'animal reste fondamentalement une chose, puisqu'il n'est pas une personne, mais il n'est pas tout à fait, on va le voir, une chose comme les autres. Pourquoi ? Parce que si on pousse cette classification de choses jusqu'à son terme, et j'aime bien aller dans ce côté nosensique à la Lewis Carroll pour montrer qu'on aboutit à une impasse juridique, c'est que si l'animal est matériellement et juridiquement une chose mobilière parce qu'il peut se déplacer, eh bien, c'est un bien lorsqu'il est approprié. La chose appropriée étant un bien en tant que tel. Excusez-moi, je me rends compte que je n'ai pas assez avancé dans mon... Voilà. Que l'animal, donc, est une chose qui est meuble. Or, en droit de l'Union européenne, à partir du moment où une chose est abandonnée par son propriétaire, fait l'objet d'un acte de déréliction, en tout cas de défection si on prend la terminologie, l'abandon d'un animal va faire que l'animal chose ne peut être autre chose parce qu'abandonné qu'un déchet. Donc je vais pousser le raisonnement jusqu'à son terme, puisque le texte nous dit « toute substance ou tout objet, généralement tout bien meuble », or l'animal est un bien meuble, puisqu'il est approprié, dont le détenteur se défait ou dont a l'intention, l'obligation de se défaire, eh bien, devient un déchet. Dans ce contexte, si on considère que l'application jusqu'à son terme de la réglementation qui s'applique à la chose, qu'il soit animal ou non, puisque le texte ne l'exclut pas en tant que tel, implique de respecter le régime juridique des déchets. Ça signifie que l'abandon, ça signifierait que l'abandon d'un animal doit en respecter le mode de gestion et la hiérarchie, c'est-à-dire la réutilisation, le recyclage, la valorisation, l'élimination. Et puis on peut difficilement envisager un animal déchet se promenant dans une décharge. Autrement dit, donc j'ai poussé le raisonnement juridique jusqu'à son terme de la qualification de chose. Autrement dit, c'est nécessairement autre chose qu'une simple chose en tant que telle. C'est autre chose qu'une chose ordinaire, ce qui veut donc dire qu'il ne peut pas être traité comme une chose
inerte comme une chose non vivante, ce n'est pas simplement ce qu'on appelle en droit un bien meuble ou un immeuble par destination, un peu comme les ruches d'abeilles posées dans une ferme. Ce n'est donc pas un simple bien meuble, c'est-à-dire la tradition civiliste, en tout cas occidentale, le range dans cette catégorie. Alors, si ça n'est pas un simple bien meuble, que peut-il être? Que peut-il être alors? Et surtout, à quel titre? Si la condition animale doit être revisitée, si on doit admettre une personnification de l'animal en tant que tel, eh bien, quel en est le fondement? Et en fait, il semblerait que ce soit la sensibilité animale, sa sensibilité animale qui domine la dignité d'être un animal qui doit être défendu dès lors qu'il est un être sensible. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est une chose différente ou c'est une personne autre qu'une personne humaine? On va voir qu'il y a tout le hiatus juridique qu'on peut développer en tant que tel. Donc, je vais défendre ma démonstration en deux temps. L'animal comme être sensible et l'animal comme personne, mais non humaine. La reconnaissance de la sensibilité de l'animal, c'est une étape indispensable, me semble-t-il, pour le faire sortir de son statut de chose. Un tabouret n'est pas sensible, un sèche-cheveux n'est pas sensible. En revanche, un animal l'est. Admettre donc que les animaux sont capables de sensations, de réagir à des stimuli extérieurs, les distingue fondamentalement de choses qu'on pourrait dire, des choses, disons, ordinaires. Des choses ordinaires. Et d'ailleurs, la réglementation propre de la plupart des États intègre cette évidence de la sensibilité animale, mais on va le voir avec une approche assez contrastée. Mais en tout cas, elle permet de fonder des revendications de ceux qui, sans nécessairement défendre la personnification de l'animal, cherchent à formaliser la reconnaissance et la protection de son bien-être, qui est une étape intermédiaire. En France, la sensibilité animale est inscrite dans le Code civil, en tentant de concilier sa qualification juridique et sa valeur affective, en évitant prudemment de créer une catégorie intermédiaire entre les personnes et les choses. Et l'animal n'est pas dans cet entre-deux. Mais en adoptant le principe que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, le Code civil précise, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Donc ça reste des choses, ni plus ni moins. Ça reste bien des choses, ni plus ni moins. Et ce principe a été repris d'ailleurs in extenso dans le Code rural, qui consacre un chapitre entier à la protection des animaux, mais en distinguant les animaux de compagnie des autres animaux. Et on verra que c'est toute l'ambiguïté que l'on a de vouloir faire accéder l'animal à un statut autre, c'est que ce ne sont pas tous les animaux qui sont nécessairement concernés. Et on le voit bien ici. Tous les animaux, finalement, ne sont pas, pardonnez-moi de reprendre Orwell, tous les animaux ne sont pas égaux devant la loi en tant que tels. La loi reconnaît tout animal comme être sensible, mais la déclinaison qui en est faite, c'est que les atteintes portées aux animaux ne concernent que les animaux domestiques ou rattachés à l'homme. Et si on prend la dernière réglementation, c'est-à-dire la loi qui sur ce qu'on appelle la reliance avec des relations homme-animal plus apaisées, donc la loi du 30 novembre 2021 pour lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, elle ne vise que l'animal domestique. Et d'ailleurs, si on va chercher la lointaine inspiration de cette réglementation dans les corpus étrangers, on a exactement la même chose. La reine d'Angleterre, dans son discours au Parlement du 11 mai dernier, va déclarer, je vous le traduis, que la législation doit assurer et promouvoir les meilleurs standards du bien-être animal, mais le gouvernement, dans le Animal Welfare Act, a précisé, tout en ayant créé un ministre du bien-être animal, que ça ne concerne que les animaux de compagnie, les animaux domestiques. On retrouve la même chose en Suisse. Le Conseil national, donc la Chambre basse, le 13 décembre dernier, à une large majorité, a voté une motion qui interdit l'importation de certains produits de pelleterie, donc notamment tuer des animaux pour leur fourrure, tout simplement parce que c'était des animaux qui étaient rattachés à l'homme. Ils ne se préoccupent absolument pas du statut de l'animal dans la nature. Et on a la même chose concernant les directives, par exemple, contre les actes de cruauté envers les animaux en tant que tels. Donc finalement, l'animal approprié devrait pouvoir accéder à un autre statut parce qu'il est dans un rapport de proximité avec l'homme, contrairement à l'animal non approprié qu'on appelle en droit la res nullius, donc la chose sans maître. Donc c'est ce rapport de proximité qui devrait a priori le permettre.
le permettre. On a le même malaise d'ailleurs dans les autres réglementations. Par exemple, le Code civil, le Code fédéral dans son article 141 dit « Les animaux ne sont pas des choses ». Donc on dit, c'est bien, mais c'est quoi? Et de préciser, sauf disposition contraire, les dispositions applicables aux choses le sont également aux animaux. Donc il dit, ce ne sont pas des choses, mais dans le même temps, il leur applique l'argumentation sur les choses. Mais il marque une certaine déférence avec l'animal pour ne pas le ranger dans la petite case des choses en tant que telles. Droit québécois également. La loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal de 2015 précise, l'animal est un être sensible, il a des besoins biologiques. Mais il ne vise, une fois encore, que l'animal domestique en tant que tel. On trouverait une tentative d'évolution de cette condition animale, mais dans des manifestations ou dans des manifestes de sociétés de protection en tant que telle. Vous avez par exemple un manifeste pour l'évolution du statut juridique dans le Code civil du Québec de 2014 qui soulignait la nécessité de dépasser le statut de choses mobilières en disant « D'un point de vue juridique, une vache ou un chien ne sont pas différents d'un grille-pain, ce sont des biens meubles, mais il est urgent de s'affranchir des catégories du Code civil et d'accorder aux animaux un statut différent. Bref, un statut qui reconnaisse leur capacité à ressentir du plaisir ou de la douleur, donc un statut d'être sensible. » Ce qui permet d'ailleurs de se rapprocher du projet du Code sanitaire des animaux terrestres de 65, donc qui a été promu par l'Organisation mondiale de la santé animale, qui a formulé une série de recommandations qui permettent de faire sortir l'animal de ce statut en tant que tel. Donc finalement, l'évolution du statut d'animal passerait par le bien-être, par la reconnaissance d'une certaine sensibilité qui fait qu'il aurait des réactions dépendant de son milieu extérieur. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans le protocole ou traité de l'Union européenne sur la protection et le bien-être des animaux de 1997. Pour assurer une meilleure protection et le respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, eh bien les animaux doivent tenir compte de leurs exigences, mais avec une petite réserve, en tenant compte des dispositions législatives ou administratives et des usages relatifs notamment aux rites religieux, aux traditions culturelles et au patrimoine régional. Ce qui fait appel à un certain nombre de religions qui utilisent l'animal, ce qui fait appel à l'utilisation traditionnelle de certains animaux, notamment comme les phoques, dans la région du Nord, etc. Mais à aucun moment, les textes n'ont défini ce qu'on peut appeler la dignité animale, qui serait le fondement de cette évolution. On va en trouver pour la première fois une trace dans une ordonnance, c'est l'ordonnance fédérale suisse donc, de la protection des animaux du 23 avril 2018, qui va dire la chose suivante, c'est que la dignité de l'animal caractérise sa valeur intrinsèque, qui doit être respectée par tous ceux qui s'en occupent. Il y a atteinte à la dignité lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts majeurs. Il y a contrainte notamment lorsque la douleur, les souffrances ou des dommages sont causés à l'animal, qu'il est placé dans un état d'anxiété ou dégradé, ou lorsqu'il est soumis à des interventions qui modifient profondément son phénotype, ses capacités, ou alors lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive. Vous aurez noté tout de même qu'on admet l'instrumentalisation à condition qu'elle ne soit pas excessive. Mais si on poursuit la lecture du texte, de préciser tout de même que le bien-être de l'animal est notamment atteint. Et si je cite tous ces éléments, c'est qu'on verra, c'est des éléments qui ont été repris par la jurisprudence, notamment étrangère, pour reconnaître le statut de personne non humaine. Le bien-être est notamment atteint lorsqu'ils sont détenus et nourris de façon à ne pas perturber leurs fonctions corporelles et leur comportement, et à ne pas solliciter de manière excessive leur capacité d'adaptation. Ils doivent être cliniquement en bonne santé, et on doit leur épargner la douleur, la souffrance, les dommages et l'anxiété. Donc l'animal. Et donc on admet ici qu'on a un animal être. On a un animal être plutôt qu'un animal comme chose. Donc on a déjà dépassé le statut de chose qui nous permettrait éventuellement d'avancer un peu plus dans la reconnaissance d'un autre statut qui pourrait être celui de la personne. Ce qui montre bien que si on admet que cet animal est un être sensible qui le distingue de la chose, on ne peut pas continuer de le ranger dans cette qualité juridique, cette qualification juridique qu'on lui reconnaît ordinairement de simple chose.
Est-ce qu'on ne pourrait pas le ranger du côté de celui qui également a une sensibilité, c'est-à-dire l'homme? Autrement dit, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître à l'animal la possibilité d'être une personne au-delà de cette question de réification qui a été maintenue jusqu'à présent? Donc, qu'en est-il de l'animal personne? Qu'en est-il de l'animal personne en tant que tel? On en trouve beaucoup de traces, mais dans la réglementation étrangère. Et notamment, ce qui est extrêmement intéressant, puisque ça a donné lieu d'ailleurs à une inspiration du texte français sur les questions de maltraitance animale, et notamment la fermeture à court terme de tous ces chaux aquatiques et autres, qui enferment des cétacés dans des espaces extrêmement réduits. En 2010, sur une base, et je cite ce que dit la Déclaration des droits des cétacés, sur la base du principe d'égalité des traitements de toutes les personnes, égalité de traitement de toutes les personnes, une déclaration dit que tous les cétacés, en tant que personnes, ont droit à la vie, à la liberté, au bien-être. Texte non juridique, purement déclaratif. Mais surtout, c'est qu'en 2013, le ministre indien de l'Environnement et des Forêts interdit expressément la détention des dauphins captifs aux fins de divertissement public dans l'ensemble du pays. Je cite, « Considérant que les cétacés en général sont très intelligents et sensibles, et divers scientifiques qui ont fait des recherches sur leur comportement ont suggéré leur intelligence exceptionnellement élevée, par rapport à d'autres animaux, ça signifie que, ici, les dauphins devraient être considérés comme des personnes non humaines et, en tant que tels, devraient avoir leurs propres droits spécifiques et il est moralement inacceptable de les garder en captivité à des fins de divertissement. » Son commentaire est extrêmement prudent, quoi qu'il en soit. Soigneusement mesuré, il dit bien « devraient être considérés comme des personnes non humaines » et il ne dit pas « sont des personnes non humaines ». Donc il marque un certain recul, mais on a tout de même une avancée, en tout cas politique, puisqu'on promeut la reconnaissance de ce statut en tant que tel. Et surtout, de nombreuses juridictions latino-américaines ont reconnu ponctuellement les droits des animaux comme s'ils étaient des personnes, mais malheureusement, comme vous savez, il y a plusieurs échelons juridictionnels, ça n'a jamais été validé par l'échelon des cours suprêmes. Par exemple, en Argentine, une chambre fédérale de cassation pénale a fait droit à une demande d'habeas corpus. Alors, habeas corpus, c'est le droit de toute personne de ne pas pouvoir être enfermée sans avoir été entendue par un juge. Et en l'occurrence ici, la question se posait à propos d'une femelle orang-outan qui était née en captivité, qui était dans un zoo, donc enfermée. Et donc, les revendiquants lui défendaient le droit d'être comme une personne, faire l'objet d'une audition par le juge pour bénéficier éventuellement de la garantie de ses droits. Et donc, ces demandes d'habeas corpus pour la libération de cette femelle orang-outan née en captivité dans un zoo, qui était donc détenue sans procès, eh bien, la Chambre fédérale de cassation pénale considère que ces droits ont été violés de la façon suivante. Elle ordonne sa libération au motif que la détention dans un zoo viole de manière manifestement illégale et arbitraire le droit à la liberté de mouvement, le droit de ne pas être considéré comme un objet ou une chose susceptible de propriété, le droit de ne subir aucun préjudice psychique ou psychologique auquel l'orang-outan Sandra a droit en tant que personne non humaine, et surtout, c'est la première fois qu'une juridiction l'a juste, et en tant que sujet de droit. Le Code civil argentin, qui a été révisé l'année suivante, n'a pas consolidé cette jurisprudence puisqu'il a maintenu le statut des animaux au rang d'objet. D'autres tribunaux nationaux qui étaient saisis de questions similaires n'ont pas non plus suivi ce raisonnement et ont refusé d'accorder un tel statut. Par exemple, dans la même lignée, le cas de l'ours choucau. L'ours choucau, c'est un ours à lunettes conçu comme une personne morale avec le droit fondamental à les libertés protégées par l'habeas corpus. Mais la jurisprudence, donc on était tout à l'heure en Argentine avec l'orang-outan Sandra, ici on est en Colombie. La Cour suprême colombienne va annuler le jugement qui lui reconnaît le droit à l'habeas corpus en considérant que l'habeas corpus est inapproprié dans le cas présent car il a été considéré comme pour des personnes, pour des animaux rationnels, et non pour des animaux non humains ou irrationnels. Et les fondements de cette décision, c'est-à-dire accorder l'habeas corpus, sont incompatibles avec l'objectif auquel l'habeas corpus a été
pour lequel il a été créé. C'est bien de dire que, et de façon extrêmement forte, elle remet en cause toute la jurisprudence qui consiste à dire c'est une personne non humaine et qui est un sujet de droit en tant que tel, et qu'en tant que tel. Alors, si on suit ce raisonnement, si on admet un instant que parce que des juridictions l'ont admis, et quels que soient les motifs qui ont conduit à l'annulation, si certaines juridictions l'ont admis, on pourrait admettre donc que l'animal peut devenir une personne, mais une personne non humaine, pour bien marquer la différence entre l'homme et la femme, qui sont des personnes humaines par nature, avec un statut exclusif, un statut qui leur est propre. Mais je parle ici de l'animal. En fait, je devrais plutôt dire certains animaux. Certains animaux, parce que seuls certains animaux sont concernés sur la base de critères qui sont centrés sur la relation étroite à l'homme. On l'a vu sur la reconnaissance de la sensibilité. C'est l'animal qui est finalement en captivité dans un état de domestication ou de rapport de proche proximité avec l'homme en tant que tel. En fait, c'est surtout fondé sur ce que Darwin a appelé la sélection inconsciente. Ce qu'il appelait la sélection inconsciente. Le tribunal argentin reconnaît à la femelle singe comme une personne non humaine sur la base des arguments de ses avocats, je cite, je reprends les arguments des avocats, parce qu'elle est émotionnellement connectée, qu'elle pense, qu'elle ressent, elle est frustrée, elle est enfermée, elle prend des décisions, elle a une conscience, elle a une perception du temps, elle pleure quand elle perd un parent, elle apprend, elle communique, elle est capable de transmettre ses connaissances. Donc on voit bien ici cette proche proximité induite avec les humains, finalement un comportement similaire qui tendrait à ce qu'on peut appeler le pathocentrisme, autrement dit la dignité de l'animal fondée sur la souffrance, comme un animal souffrirait, comme un humain souffrirait, avec le même sentiment. Mais finalement, c'est la bonne volonté qui l'emporte sur toute autre considération en tant que telle. Finalement, le ver de terre est sensiblement moins susceptible d'obtenir le statut de non-humain par rapport au panda ou par rapport à l'ours polaire, par exemple, qui sont plus emblématiques. Les priorités sociales, la capacité à satisfaire ces priorités vont rester finalement des déterminants essentiels de la protection. On protège des espèces qu'on considère qui méritent d'être protégées en tant que telles, qui méritent d'avoir un statut particulier par rapport à celles qui ne le méritent pas en tant que telles. Ça marque donc ici les limites de l'exercice. Mais j'aimerais pas m'en réduire à un exercice académique en tant que tel, puisqu'il s'agit simplement de conférer des droits à des êtres vivants. Simplement, ça signifie une chose, ça signifie que la sensibilité ne peut pas être le seul critère qui permettrait de faire passer l'animal d'un statut à un autre statut, ni le fait qu'il s'agisse d'un être vivant. Ces critères sont beaucoup trop indéterminés. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité et comment la déterminer chez un animal qui ne la manifeste pas par des comportements de type humain comme tel, par exemple, qui ont des cris de douleur face à la souffrance. Ou des fois, ils peuvent être trop larges. Le biocentrisme peut être donc étendu aux plantes et aux amibes, par exemple. Par exemple, et je prends quelque chose de très caricatural, si un homard devient une personne non humaine, cette qualification lui interdit-elle d'être détenu dans une maison-citerne avant d'être tué? Et à supposer qu'il puisse continuer à être consommé et élevé à cette fin, puisqu'il est une personne, et avant même d'être une personne non humaine? Ou est-ce que seulement l'animal a le droit d'être tué dans des conditions exemptes de douleur, de détresse ou autre forme de souffrance? Autrement dit, la reconnaissance de sa sensibilité ne change pas son statut, elle change simplement les conditions de sa relation à l'homme. Donc on voit qu'on est dans une perspective tout de même un peu différente. Si je prends le cas du homard, ce n'est pas tout à fait innocent, puisque vous avez une ordonnance fédérale sur la protection des animaux, donc en Suisse, du 23 avril 2018. C'est l'ordonnance sur ce qu'on appelle les décapodes marcheurs, donc tout ce qui est écrevisses, homards, etc. Et qui va fixer des conditions particulières pour la mise à mort de ces décapodes. Elle va interdire l'utilisation de moyens auxiliaires qui les blessent. Elle va prévoir que le transport doit se faire directement dans de la glace ou de l'eau glacée. Il doit y avoir la mise en eau des décapodes rampants qui vivent dans l'eau. Ils doivent être étourdis avant leur mise à mort. Bref, vous avez toute une série de rapports liés à leur sensibilité. Mais ce n'est pas parce qu'on le reconnaît... comprenez bien, on ne dit pas on leur reconnaît des droits. On impose des obligations à l'homme dans leur mise à mort. Et on verra que ça va changer toute la perspective, puisqu'on va changer l'objet.
puisqu'on va changer l'objet en tant que tel. Mais le règlement, ce règlement qui est en application de l'ordonnance fédérale, n'en fait pas une personne, même non humaine. Et il laisse d'ailleurs la question de son statut sans aucune réponse. On a une espèce de stratégie d'évitement, si vous voulez, qui permet d'éviter d'avoir à répondre à la question éthique de la détention et de la consommation de l'animal en tant que personne, si on l'admettait que comme personne. Comment ferait-on ? Finalement, la reconnaissance effective de ce... J'avance. La reconnaissance effective de ce statut implique un rapport d'équivalence entre l'homme et l'animal, susceptible de remettre en définitive l'homme à sa juste place, c'est-à-dire un élément comme un autre dans le monde qui est partagé entre les choses et les êtres vivants, dans des situations équivalentes ou avec des droits égaux. On aurait donc ici une nouvelle relation privilégiée qui nécessite que l'animal ne soit plus un simple objet de droit, mais puisse devenir un sujet de droit à part entière dans une relation fondée, équilibrée avec l'homme. Mais quand je dis équilibré, c'est un équilibre des droits en tant que tel. Donc promouvoir la reconnaissance des droits de l'animal en tant que personne, de mon point de vue, c'est très séduisant. C'est très séduisant pour l'universitaire que je suis parce que ça permet de donner une autre parole et d'avoir un autre discours qui permet de l'analyser éventuellement pour le démonter, pour promouvoir autre chose. Ça renouvelle, si vous voulez, le champ intellectuel des relations entre l'homme et l'animal et plus largement les relations entre l'homme et la nature comme telle. Mais de mon point de vue, mais je ne fais qu'exprimer un point de vue personnel, promouvoir cette reconnaissance repose sur un éventail d'options qui me paraît beaucoup trop étroit en tant que tel, parce que même si ça prend l'exact contre-pied de l'anthropocentrisme, ça reste paradoxalement anthropocentrique. Le choix des animaux à protéger, c'est un choix humain. Ça soulève des questions. En quoi et pourquoi certains sont plus dignes que d'autres d'être connus comme des personnes. La même question se pose pour les espaces naturels. En quoi certains espaces naturels devraient ou pourraient être qualifiés de personnes et d'autres ne le seraient pas en tant que tels. Or, si on analyse bien tout ça, si on analyse bien les différentes dispositions qui ont reconnu des droits à des espaces naturels, ils l'ont été essentiellement en raison d'un lien particulier avec l'humain, un lien à la fois culturel et un lien cultuel en tant que tel. Donc un lien nécessaire avec les humains. Et c'est pour ça que de mon point de vue, on pourrait avoir une relation, on va dire, beaucoup plus classique, qui combinerait, de mon point de vue, des obligations imposées à la personne humaine et ses droits au nom de la dignité humaine, et donc des droits que pourrait avoir l'animal. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de trouver un équilibre entre les deux approches. Finalement, quand on y réfléchit bien, l'essence de la dignité de l'homme, ce qui fait que l'homme est homme, comme on a dit que la dignité pourrait faire que l'animal serait une personne également, réside dans les conditions environnementales dans lesquelles l'homme est placé en raison de la qualité de son environnement. La qualité de l'environnement, c'est une condition de maïeutique, on veut dire qu'il ne conservera que s'il maintient l'environnement dans l'état dans lequel il est bien qu'il puisse évoluer. Je prends un roman que j'ai beaucoup aimé, que je relis assez souvent, qui est Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, qui est extrêmement intéressant. À un moment donné, dans son roman, il fait perdre à son Robinson sa condition humaine et le ravale au rang d'animal. Dans les termes suivants, Robinson, dans les premiers temps de son arrivée dans l'île, s'allonge dans la boue, il éprouve le sentiment de la vie automatique, il régresse. Il vit littéralement comme un porc parmi les porcs. C'est son second baptême, son retour dans les limbes. À quoi bon le sens, les outils, le travail sur l'île, la vie suinte par tous ces porcs. Et le malheur du naufragé n'est pas la honte ou la régression animale, mais celle-ci n'apaise pas sa pulsion. Sans la croyance au destin, aucune pulsion peut être satisfaite. Mais, dans un sursaut de dignité, qui l'amène à expérimenter sa condition de personne humaine par rapport à sa condition d'animal, Robinson se relève, retrouve sa dignité de personne humaine qu'il avait perdue dans l'animalité, retrouve un autre environnement pour redevenir homme, et finalement va façonner cet environnement
pour qu'il reste homme en tant que tel. Et finalement, on va retrouver l'émergence de l'humanité de l'homme par ce biais-là. Ce qui signifierait donc que l'humanité, c'est-à-dire son essence de la relation entre l'homme et l'environnement et ses composantes, ce qui signifierait que si celles-ci sont remises en cause, si elles sont altérées, si elles sont affectées, l'humanité va vaciller sur ses bases, va s'effondrer et donc peut disparaître. Ce qui me permet de dire tout ça, c'est la charte constitutionnelle elle-même. Je suis juriste, je me rapproche donc du droit. Que nous dit la charte constitutionnelle dans son préambule, c'est-à-dire pas dans un des 10 articles qui sont ordinairement cités, mais dans son préambule. Dans son préambule, il précise que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité et l'avenir et l'existence même de l'homme sont indissociables de son milieu naturel. Donc l'essence même de la dignité qui fait que l'homme est un homme réside dans les conditions environnementales dans lesquelles il est placé. Et donc l'homme n'a pu accéder à son humanité qu'en raison de la qualité de son milieu, environnement maïeuticien qu'il ne conservera qu'en préservant l'environnement dans lequel il évolue. Ce qui n'est pas entre guillemets, c'est de moi, c'est pas le texte en tant que tel. Hein. Ce qui veut donc dire que finalement, sans le respect de son environnement ou sans le respect de l'animal, qui est un élément de l'environnement, l'homme perd son humanité et privé de cette humanité. Donc une autre approche, peut-être, mais je m'inscris une fois encore, c'est une approche très personnelle et j'essaie de m'inscrire dans ma culture juridique. Une autre approche consistera à faire du respect de l'animal une obligation réelle et effective, sans distinguer entre les animaux appropriés et les animaux non appropriés, à sortir de son statut de chose et lui donner un statut intermédiaire entre les personnes et les choses, mais sans en faire une personne qu'il n'est pas, même qualifiée de non humaine, sous le prétexte qu'il ne faudrait pas le confondre avec la personne humaine en tant que telle. Naturellement, ces suggestions ne résolvent pas toutes les difficultés, et notamment ne précisent pas si ce statut intermédiaire doit bénéficier à tous les animaux ou seulement à certains d'entre eux. Et au demeurant, de mon point de vue, reconnaître la nature comme une personne ne résoudrait pas non plus la question, puisqu'il s'agit ici d'une entité globale. Alors finalement, pour conclure, quelle place doit avoir l'animal ? Et je pourrais le préciser autrement, quelle place pourrait avoir l'animal dans l'esprit d'un juriste dans ce cadre-là ? Le juriste n'est qu'une personne humaine qui tente simplement de traduire en normes les nouvelles relations entre l'homme et l'animal, et n'est pas seulement le résultat d'un effet miroir, l'homme être vivant qui regarderait un autre être vivant qui n'est pas une personne humaine dans une espèce de pseudo-assimilation des deux. En fait, je pense que ça relève d'une dignité différente, mais une dignité tout de même, sans nécessairement recourir à la qualification de personne non humaine. Le respect de l'autre, donc, au même titre que l'estime de soi, pour ne pas nous perdre et pour que l'homme ne perde pas son humanité. Merci.